quand tu achètes 10 000 bagnoles, à la fin, tout ça, ça fait beaucoup de TVA. 50% des recettes du budget de l'État, c'est de la TVA. Bon, je ne développe pas ici l'idée que la TVA, c'est un impôt injuste, mais au niveau recettes budgétaires, ça compte beaucoup. Et donc, on avait pris la décision dans les départements que ça serait les agents des recettes qui feraient grève, qui viendraient pas, qui se déclareraient ne travaillant pas, donc qui n'auraient pas de paye pendant la semaine, et les autres, mettons dans le Finistère 1200 agents, tu en as 200 qui sont en grève, et les 1000 qui continuent d'aller travailler, mais qui toutes les semaines donnent, mettons, 5 francs, je ne sais plus ce qu'ils donnaient, pour faire une cagnotte, pour que les 200, ils aient en gros leur paye, qu'ils puissent arriver pour que ça puisse compenser le fait qu'ils se sont déclarés grévistes et qu'ils n'ont pas de paye. Et les agents de la TVA qui étaient en grève, ils étaient déclarés grévistes, mais la moitié venaient au bureau. Il y en avait certains restaient chez eux, garder les gosses, mais un grand nombre venaient chez eux, et quand le courrier arrivait, tous les matins, avec les chèques TVA, ils prenaient le courrier, et ils planquaient le courrier dans les armoires syndicales, sous les plafonds, des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, c'est fait comme ça. Et souvent aussi, j'ai oublié de dire, la hiérarchie intermédiaire, mettons là le receveur, le chef de service, le receveur, laissez faire, ne gueulez pas trop. C'est pas lui qui mettait les chèques dans l'armoire syndicale, mais il y avait souvent une complicité ou un laisser-faire de la part de la hiérarchie intermédiaire. Des chefs de service, des chefs de centre, des receveurs en l'occurrence. Et donc, cette grève-là, elle a duré de mai à juin-juillet. Et pendant ce temps-là, il y avait aussi de l'agitation dans les départements. Les agents qui étaient en grève effective, ils faisaient du fait que certains venaient bloquer le courrier et planquer les chèques TVA, et d'autres faisaient des manifestations, des blocages de péages d'autoroute, des manifs sur la place de l'Hôtel-de-Ville, des manifs au pont du Gard, des manifs au pont de Quai à Strasbourg, des manifs les douaniers au poste frontière, aux postes de douane dans les aéroports. Il y avait de l'agitation physique qui se faisait parallèlement à ça pour se faire voir. De temps en temps, il y avait des temps forts, on appelait à des journées de grève nationales avec manifs dans tous les départements. Donc ça a été en mai-juin donc un élargissement de la population financière, fiscale, et douanière et trésor public dans la grève. Donc là, c'était intersyndical. Même il y avait même la CFTC, la CGC. Bon, mais en troupe, ça faisait pas beaucoup de monde, mais il y avait les 6. Bon. Mais ceux qui comptaient, c'était SNUI, CGT, FO et CFDT. Ce qui comptait aussi, c'était que, notamment, j'ai dû en parler un petit peu, FO était bien implanté encore, plus que la moyenne, dans les hypothèques, et dans les conservations des hypothèques, et à l'enregistrement. Donc, si on voulait que ces services-là, notamment les conservateurs des hypothèques, soient plus ou moins bienveillants à l'égard des grévistes, c'était important que le syndicat IFO y soit. Dans les réseaux comptables, c'était à l'époque encore plutôt la CGT, qui était la TVA, qui était majoritaire. Puis elle était majoritaire aussi au cadastre, chez les géomètres du cadastre. Et puis nous, on était majoritaire déjà, enfin encore, et déjà, les anciennes contributions directes dans les centres des impôts, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, et puis les impôts locaux. Et donc le fait qu'il y ait les 4 syndicats, ça permettait aussi de couvrir effectivement
tous les services et pratiquement tous les chefs de service. Les chefs de service intermédiaires, pas forcément les directeurs, le directeur des impôts du Finistère. Encore que, quand on... j'y reviendrai tout à l'heure. Sur le fait que la grève c'était une grève donc sur, je sais pas, mettons qu'à l'époque on était 90 000 agents aux impôts. Sur 90 000 agents aux impôts, il y en avait 20 000 qui étaient effectivement en grève. Donc taux de grévistes à la DG, 15%. Donc vu par Bérégovoy et Charras, 15% de grévistes, un truc, c'est naze, ça marche pas. Bon. Et je me souviens qu'on faisait... Le ministère des Finances avait été déménagé donc, pendant cette période-là de Rivoli à Bercy. Et un truc aussi qui est important, qui est important dans notre mouvement, en 89, c'était 1989, 200 ans après 1789. Donc, abolition des privilèges, prise de la Bastille avant. Hein, bon. Et je me souviens très rapidement, chez nous aux impôts, des copains et plus des copines ont fait des bonnets phrygiens avec la machine à coudre, et puis sont venus dans les manifs, on avait des bonnets phrygiens, on avait des lances, on avait des lances en carton de pâte et puis en bout de bois. C'était et dans les manifs, ça faisait du visuel. Quoi, hein. On a plein de photos, enfin, dans les archives du syndicat de cette période-là. Je me souviens qu'on avait fait une des premières manifs, c'était, tu connais Bercy un peu, le parvis, tu as la gare de Lyon, tu as le ministère qui longe à côté, puis tu as le parvis qui est surélevé par rapport à la rue de Bercy, côté quand tu viens vers le périph', sur la gauche. Là. On avait fait une manif qui partait de Bercy, avec les camionnettes sur la dalle, et on allait à Rivoli, et il y avait un quart du cortège, les gens étaient déguisés en révolutionnaires, en chantant des chansons sur la Carmagnole. Bon. Et puis on avait fait aussi une chanson, c'était on ira tous à Rivoli. Tu connais la chanson, on ira tous au paradis. C'était donc, on avait fait un truc génial. C'était on ira tous à Rivoli, puisqu'on partait de Bercy, et on retournait tous à Rivoli. Donc tout ça, sur la période 89, donc du fait que c'était en 1989 que ça a déroulé, l'imaginaire a été facilité, puisque beaucoup de symboles de manifestations avaient rapport à la Bastille, à la Révolution, et notamment, tu parlais de la nuit du 4 août. Le 4 août 89, on avait fait un rassemblement à Bercy, hein, avec l'abolition des privilèges, des déclarations, des 4 secrétaires généraux. On avait mis des chapiteaux. Enfin, je me rappelle, on avait fait un truc aussi. Bernard-Henri Lévy était venu un coup nous soutenir. Non, pas Bernard-Henri Lévy, l'autre. Un peu le foldingue, je ne sais plus comment il s'appelle. Il était venu nous soutenir. Le type de l'idiot international là. Oui, comment Oui, celui-là. Ouais. De je sais pas quoi là. Oui, celui-là. Hein. Ouais. Je ne sais plus son nom. Ouais. Qui avait une fantaisie à l'œil. Ouais, je ne sais plus comment il s'appelait. Oui. Ouais. Donc il était... Enfin, non. Lui, il était contre l'impôt, lui, de toute façon. Je connaissais pas, c'était la CGT qui avait eu des contacts avec lui. Et puis ça n'a pas été déterminant. Donc, et puis c'était en mai ou juin. En juin 89, donc, il y a un camarade des impôts de Marseille qui se met en grève de la faim, parce que le Charras Bérégovoy ne voulait pas nous recevoir. D'autres camarades à Nice se mettent en grève générale. À Marseille, ils se mettent en grève générale. Et quelques départements se lancent en grève générale. Mais là, pas seulement donc les recettes, tout le département. Avec occupation des locaux. Oui. Je crois que c'est Nice qui a été le plus fort. Oui, oui, Nice et Marseille. Et puis, c'était la détermination de quelques camarades.
aidé par des journalistes de la Provençale, de la Marseillaise, donc ça passait dans les journaux, ça passait à FR3, ça popularisait le mouvement, ça dynamisait le truc. Et puis il y a eu donc quelques départements qui ont fait la grève générale, qui ont maintenu la grève générale en juillet-août. Et donc pendant les vacances, pendant les grandes vacances, on a pu continuer le mouvement. Moi je me souviens, enfin donc on est toutes nos vacances aux uns aux autres, notamment pendant Sanico, tout ça a été annulé, quoi. Donc on a vécu la grève pratiquement sans que ça s'arrête. Et à la rentrée de septembre, c'est les départements, c'est le Nord et le Pas-de-Calais qui sont déclarés en grève générale reconductible pour étendre la grève à tout le pays, quoi. Et je me souviens d'une anecdote, c'était dans le Pas-de-Calais. Il y avait des débats entre la CGT et nous sur les revendications. Attends, il faut que je me souvienne. Nous, on demandait 10% ou 15% pour tout le monde. Et puis d'autres demandaient 300 € pour tout le monde. La CGT demandait. À un moment donné, il y avait le secrétaire général de la CGT qui était à l'AG du Pas-de-Calais, puis moi j'y étais aussi. Et donc ils avaient magouillé l'AG avant avec les gars de la CGT, mais nous on avait fait pareil avec l'UST. Et donc le gars de la CGT dit, un gars de la CGT dans la salle, il dit nous on revendique, les camarades dans le Pas-de-Calais on revendique, je me souviens plus, c'était 300 francs pour tout le monde. Hein. 300 francs pour tout le monde. Je dis, très bien, mais nous, on revendique plutôt 10% pour tout le monde, un truc comme ça. Mais c'est pas possible, donc le gars du secrétaire général du SNAGI à côté de moi me dit, mais c'est pas possible, Gogochon, tu vois bien que c'est pas machin, tout ça. Je suis sûr, de toute façon, il y a un gars à la salle du SNUI qui dit, ben, nous au SNUI, dans le Pas-de-Calais, on revendique les 10% et les 300 francs. Puis on nous, ouais, réglé. Tu demandais les copains avaient magouillé son truc, on demandait et les 10% et les 300 francs pour tout le monde. Donc, puis l'autre, c'était réglé. Bon, c'était du jeu, là. Mais il y avait un peu de tension, il y a eu un peu des tensions entre la CGT et nous, mais globalement, tant localement que nationalement. Et c'est aussi en 89, c'est pas négligeable ça. Hein. Je ne suis pas du tout préparé cette réunion, j'aurais dû regarder avant. Mais ça me revient au fur et à mesure. On était promis aux impôts, aux élections professionnelles, aux impôts depuis 82. Hein. J'en ai parlé de ça. Hein. Avant, c'était à la CGT. En 70, aux élections professionnelles en CAP de 1979, la CGT faisait 32, nous 28. Et en 82, en juin 82, aux élections, nous on fait 32, eux 28. Donc on fait 4 pions de plus, eux 4 pions de moins, et on fait 32. Mais dans les forces militantes, dans les manifs, tout ça, ils étaient encore plus forts que nous. En 89, pour la première fois, dans les manifs, il y avait plus, notre couleur, c'était la couleur orange à l'époque. Il y avait plus d'orange que de rouge et blanc du SNAGI CGT. On les dominait. On les dominait. Et dans les services d'ordre, on commençait à avoir dans les départements des services d'ordre physiquement. De temps en temps, il faut que ce soit des mecs plus costauds que les autres, hein, qui soient là, quoi. Et j'ai une anecdote aussi sur, je te parlais de la manif qui passait de la plateforme de la dalle à Bercy. Oui. On avait convenu avec la CGT que la camionnette de tête, ce serait une camionnette commune aux 4 syndicats. Donc, puis après, il y aurait, mettons, la camionnette des Hauts-de-Seine, ça serait le SNUI, la camionnette de la Seine-Saint-Denis, la CGT, des trucs comme ça. Donc aux couleurs de chaque syndicat. Mais la camionnette de tête, c'était une camionnette intersyndicale, mais la CGT en avait loué plus que nous, c'était la CGT qui l'amenait, quoi. Donc, on arrive, les camarades du SNUI, du Bureau national, la camionnette de tête était déjà là, donc elle était normalement censée être commune aux 4, elle était que des drapeaux de la CGT. Donc on discute,
tu te fous de nous, tout ça, machin. Et on avait 3-4 copains du service d'ordre du SNUI qui faisait 2 mètres et 110 kilos. Ils ont commencé à prendre la camionnette, à déchirer les drapeaux. Ça a été réglé, quoi. Et puis à un moment donné, même, c'était pas cette manif-là, c'est un autre manif. Le gars de la CGT nous avait emmerdé, le gars de chez nous, il a pris par le callback. Le gars de la CGT faisait 1m65, 108. Et l'autre le tenait comme ça. Et c'est que je m'appelle, je dis bonne soirée, je m'appelle machin, ce que tu as jamais dit, tu te la fermes, tu fermes ta gueule. Et puis, mais, enfin, ça, le service d'ordre, j'en blague, mais parfois, il a fallu de temps en temps qu'on ait des camarades physiquement costauds pour faire respecter ce qu'on avait décidé collectivement. Donc ceux qui sont dans les services d'ordre aujourd'hui doivent connaître la chose. Et donc là, pour revenir là-dessus, sur la parenthèse, c'est pas une anecdote quand même, on est devenu le premier syndicat physiquement en force militante, et ça s'est vu en 89. Nous, les gens du SNUI l'ont vu, donc ils ont perdu leur complexe, s'ils en avaient un, et la CGT s'en est rendu compte aussi que c'était... on amenait plus de monde, et puis dans nos cortèges, quand on défilait par cortège, par syndicat, il y avait plus de monde chez nous, et plus de dynamisme, plus de couleurs, plus de... Bon, c'était ça, quoi. Donc, je parlais de... Oui, donc, en septembre 89, on se lance dans la grève générale. Ah oui, une anecdote sur le fait que notre grève était minoritaire. On faisait des... Il y avait une effervescence d'initiatives dans toute la France, avec donc l'imagination au pouvoir. Je t'ai dit, péage d'autoroute pour ramasser du pognon, manif au chef-lieu. Quand il y avait des manifs, parfois il y avait des manifs dans les régions, toi, mettons une manif à Caen pour la Basse-Normandie, une manif à Rouen pour la Haute-Normandie, une manif à Amiens pour la Picardie. Il fallait payer les autocars. Et assez souvent, les chefs de service, voire les directeurs, toi, mettons, le directeur des impôts de Seine-Maritime ou de la Somme, donnaient de l'argent aux syndicalistes pour payer les autocars. Donc, je t'ai dit tout à l'heure que c'était la profession dans son ensemble qui était convaincue qu'il fallait réfléchir à une autre direction générale des impôts, à un autre ministère des Finances pour travailler autrement, pour faire autre chose. On avait pu convaincre donc, les forces vives du ministère pour arriver à un tel résultat, quoi. Et je te disais tout à l'heure comment on peut gagner parfois seul une structure, enfin un ministère. Tu gagnes quand tu as toute la profession, la quasi-totalité de la profession avec toi, quoi. Et que le ministère et la centrale, ils deviennent hors sol, quoi. Ils sont coupés de la réalité du terrain, quoi. Ils sont hors sol. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. On a fait une très grosse manif en septembre 89. Donc on était 100 000 à Bercy. À un moment donné, les responsables nationaux, on a pu dire, comme mettons Piaget à Lippe, Lippe est là où sont les ouvriers de Lippe, hein, voilà, quand ils ont été délocalisés, giclés de l'entreprise. On a pu dire, le ministère des Finances, c'est nous. On était 100 000 à Bercy, tu vois la place. Hein. On était à peu près 100 000. Hein. C'était énorme, quoi. Donc ça allait jusque les bords de Seine d'un côté, ça allait jusque sous la voie ferrée de l'autre, ça débordait de tous les côtés. Hein. Et on était monté sur des chapiteaux, sur des camions plateaux avec des sonos, et on avait dit le ministère des Finances, c'est nous ici, c'est pas eux là derrière, quoi. Et ça s'est terminé donc par cette grosse manif là. Et je me souviens qu'à l'époque, je pensais qu'on avait, là j'ai une mauvaise analyse, et les autres aussi, les autres camarades, l'intersyndicale, on pensait qu'on avait gagné, mais sérieusement, beaucoup, quoi. Et le soir même, on n'avait pas programmé le truc, hein, les 4 syndicats, on n'avait pas programmé de dire est-ce que on reste à 10 000, 20 000 sur place, quoi, tu vois. On n'avait pas prévu ça, mais ça s'organise, hein, donc,
ça n'a pas du tout été programmé. Et ça s'est posé la question, et puis ça ne s'est pas fait. Au fur et à mesure, les autocars qui étaient venus de province, ça fait pratiquement tout le monde, hein, les trains qui avaient été réservés, tout le monde est reparti. Et puis à 11h du soir, minuit, la place était vide. Les flics sont venus, enfin les pompiers ont tout nettoyé. Et le lendemain matin, c'était pas comme la veille. C'était pas comme il y a 6 mois avant. Mais le rapport de force était déjà en partie perdu, quoi. Ah oui. Ah oui, moi, on s'en est rendu compte tout de suite, quoi. Il y a eu les négociations après, mais c'était une négociation du verbe. On avait donc en face de nous Bérégovoy et Charras. On avait obtenu que Charras n'ait plus la parole. Parce qu'il était, tu vois un peu le mec, il était un provocateur, ce mec. C'est tout à fait dans les ordres. Une anecdote sur le fait que notre mouvement était minoritaire. Au mois de mai-juin, un coup, il y avait un rassemblement, enfin, il y avait des trucs tous les jours devant Bercy, le ministère derrière Bercy. Et un jour c'est la CGT qui faisait le truc, un jour c'était le SNUI, un jour à vous, un jour la CDT, avec les équipes militantes région parisienne de ces organisations. Et ce jour-là, c'était le SNUI qui faisait l'animation à Bercy, quoi. Et moi j'étais avec plein d'autocollants, c'était l'été, en chemisette, machin. Et des copains me disent, GG, il y a Bérégovoy qui mange, il y a des restaurants, des petits restaurants qui sont derrière les pavés, là, sur la hein. Et les copains étaient passés, ils avaient vu que... Et d'autres copains allaient voir des repérages pour repérer... Tu as une vedette, maritime, fluviale, qui va de Bercy... qui remonte la Seine, pour aller à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Et ils voulaient, je ne sais pas quoi, la faire couler, je ne sais pas quoi. Ils avaient fait des repérages. Ça c'est pas fait. Hein. Mais enfin, tu vois, on avait des ambitions, quoi. Parce que des copains disaient, ça serait bien qu'on fasse couler leur truc. Et d'autres avaient repéré que Béré était là, il mangeait avec un gars de son cabinet. Et donc, j'attends qu'il sorte. Et quand il sort du resto, je me mets à côté de lui. Et puis je lui dis, monsieur Bérégovoy, ça va pas, vous ne nous recevez toujours pas, on était en mai-juin, hein, vous ne nous recevez toujours pas. Et puis lui, prêchant comme ça, il marchait, je suis assez grand, lui il était moyen, et il prêchait comme ça. Et puis les copains, il y avait plein de gens tout autour qui disaient, allez, vas-y GG, bouffe-le, tout ça. Les mecs qui gueulaient, Bérégovoy, je me rappelle le dimanche, prêcha. Et puis il me dit, monsieur Gogochon, votre grève est minoritaire, mais je lui explique, mais vous savez très bien, foutez de moi, que c'est minoritaire, c'est tous les autres payent pour que... mais en ce moment on vous emmerde, on vous bloque vos chèques TVA, tout ça, pour vous faire canner. Je lui parlais comme ça, hein, pour vous faire canner. Et puis il me dit, mais de toute façon, votre grève est minoritaire. Et puis je lui dis aussi, et Charras, il faut aller faire fermer sa gueule. Parce que puis les copains m'excitaient, GG, vas-y, bouffe-le, tout ça. Charras, il faut lui faire fermer sa gueule, chaque fois qu'il a... Enfin d'ailleurs, chaque fois qu'il intervient, ça fait 5% de grévistes en plus, donc continuez comme ça. Hein. Même les chefs de service sont mécontents de votre politique, machin, tout ça. Puis à un moment donné, je marche à côté de lui, puis je le regardais, je lui claquais la gueule, ce con. Et j'en parle là. Mais j'ai vraiment cru que j'allais lui claquer la gueule, lui foutre une claque dans la gueule, physiquement. Puis je me suis dit, ah vache, j'ai pas de mandat. Mais j'ai pas, vraiment, mais ça, un quart de seconde. J'ai dit, les gars, est-ce qu'on va, ils se foutent notre gueule? Ils se foutent notre gueule, pas seulement à moi, Gorgochon, ils se foutent notre gueule à tous les copains qui sont là depuis 3 mois, toi, merde. Et puis ils nous mentent, toi, ils nous négligent, ils nous prennent de la merde, ils se foutent notre gueule, je vais claquer la gueule à ce qu'on-là. Donc je n'ai pas de mandat, et puis qu'est-ce qu'il va dire Bernard? Bernard, c'est le secrétaire général. Bernard, il ne va pas être content si je lui claque la gueule. Bon, je ne vais pas claquer la gueule, heureusement, fort heureusement. Peut-être ça aurait été déterminant dans le conflit, mais pour te dire, le genre de mec, enfin, mais je pense que c'est partout pareil, les copains qui ont des conflits très durs, nous, ça avait été très dur. Hein. Et où, politiquement, ils décident de rien lâcher, on se fout de toi, on te manœuvre, on te manipule, on te fout la pression. Des anecdotes, un coup
Bérégovoy avait le téléphone personnel de Bernard Lagardère, le secrétaire général, quoi. Un coup, Bérégovoy téléphone à Lagardère, c'était un week-end. Bernard se dit, la vache, il négocie, il craque, quoi. Bon. Bérégovoy se plaignait parce que les camarades, il était de Seine-Maritime, Bérégovoy. Hein. Le week-end, il retournait chez eux en Seine-Maritime, je sais pas, à Darnétal ou à Sotteville, dans leur maison, avec sa femme. Et les gens des impôts, des finances de Seine-Maritime savaient où il crêchait. Et parfois, la nuit, il venait faire des crécelles ou béret en foiré, tout ça, sous ses fenêtres. Sa femme ne pouvait pas dormir, elle était traumatisée. Et donc, Béret téléphonait à Lagardère en disant, il se plaignait en disant, vous ne pourriez pas dire à vos militants d'arrêter parce que ma femme n'est pas contente, elle n'arrive pas à dormir. Bernard lui dit, écoutez, si vous me téléphonez dimanche pour ça, je pensais que c'était pour autre chose. Nos militants, ils font ce qu'ils veulent et c'est très bien, dégagé. Donc, le genre de truc, toi, il n'y avait pas de négociation, ça illustre, ces souvenirs-là, ça illustre le fait que ils nous ont fait durer, quoi. Et aussi sur les initiatives qui étaient prises. Un coup, Bérégovoy, pour montrer la radicalité des trucs aussi, un coup, Bérégovoy va inaugurer, ministre des Finances quand même, de l'économie, va inaugurer une sucrerie dans le Cher, près de bon. Et les copains des impôts, des finances le savent. Mais la presse locale en avait très peu parlé. Il y avait le préfet, le chauffeur du préfet, le préfet, Bérégovoy, un photographe, ils étaient 4 pour aller dans pour se sucrer. La sucrerie, et puis pour faire la photo dans le journal, et puis c'est tout. Quoi. Et puis ils arrivent sur le parking de la sucrerie, il y avait 50 agents des impôts qui étaient là, quoi. Le box. Pas prévu au programme. Et des gens des impôts. L'année suivante, j'ai fait l'AG du Cher, une copine qui me dit, Gégé, je suis monté avec mes hauts talons. Elle était venue en hauts talons. Sur le capot de la bagnole du préfet, j'ai trépigné, elle a tout rayé le capot. D'autres camarades ont craché sur la gueule il avait remonté les vitres. Hein. Ils ont bousculé la bagnole, tout ça. Ils étaient que 4. Hein. Et puis bon, personne n'a porté plainte. Le préfet n'a pas porté plainte. Béret n'a pas porté plainte. Ça s'est jamais su. C'est la honte. Toi. Le préfet avait merdé totalement dans ses renseignements, dans son information. Il n'est pas su qu'il y avait un autocar qui était en location. Mais aussi la violence. Toi, les agents qui crachent sur la gueule du ministre. Il y avait la vitre entre deux, mais l'exaspération des gens, quoi, à un moment donné où ça devient physique. Là, il y a 2-3 ans, on nous avait fait un truc avec le DRH qui a eu la chemise arrachée. Il y a eu des chemises arrachées chez nous aux finances. Voilà. Imagine, je ne sais pas quoi, à la sidérurgie ou un truc comme ça, où les gens, c'est des métiers physiques plus que chez nous, toi, où les gens sont habitués à faire des gestes de force. Déjà chez nous, la colère, l'exaspération, ça conduit à quelques crachats. Les agents se font cracher dessus toute leur vie. Donc tout ça, c'est très dans le désordre. Alors comment se faisait, parce qu'aujourd'hui on a les mails, aujourd'hui on a les vidéoconférences, là c'était un autre mode de syndicalisme. Ah forcément. Oui, c'est intéressant, c'est bien que tu me poses des questions. À l'époque, oui, pour informer les gens, c'était le début du Minitel. La CGT avait un Minitel au niveau national, hein, avec ses équipes dans les départements, et nous, on avait un Minitel au siège, et puis pratiquement toutes nos équipes départementales qui avaient un Minitel. Et ça permettait, c'était un élément important dans le fonctionnement du conflit, quoi, qui dure. Quoi. Parce que d'habitude, on faisait des notes, des circulaires, mais qui arrivaient à l'adresse professionnelle des agents. Et parfois, les agents, à un moment donné, vers le 15 septembre... Et ça, c'était par la voie postale, ça? Oui, par la voie postale, mais ça arrivait au local professionnel. On n'avait pas les adresses personnelles de tous les militants, militantes. On n'avait pas les téléphones personnels de tous les militants, militantes. Puis
les équipements en téléphone étaient moindres que ceux qu'on a maintenant. Il n'y a pas de portable, bon, il n'y a pas de mail, d'Internet. Bon. Et ça a été le Minitel qui permettait à ce que tous les soirs, toutes les équipes envoyaient au national ce qu'ils avaient fait dans la journée. Donc, mettons, à Marseille, ils avaient bloqué le Vieux-Port. À Nice, ils avaient fait une manif sur la promenade des Anglais, je ne sais pas quoi. À Toulouse, ils avaient occupé la place, la place, je sais plus comment. Du Capitole, voilà, la place du Capitole. Bon, chacun disait ce qu'il avait fait. Hein. On renvoyait le soir. Et nous, pendant la nuit, on rediffusait ça à tout le monde. Et après, le lendemain matin, à Amiens, à Strasbourg, à Douai, à Douarnenez, il y avait une assemblée générale des personnels qui disait, bon ben, à Avignon ils ont fait ça, à Lyon ils ont fait ça, à Paris ils ont fait ça, à Roissy ils ont fait ça, au Havre ils ont fait ça, à Marseille ils ont fait ça. Ouais, machin, truc. On continue la grève, et aujourd'hui, bon, à Amiens, on va occuper l'autoroute, tu vois. Et ça a été un élément, oui, c'était un élément important pour faire vivre dans le temps et dans l'espace, dans le territoire, le conflit. Parce que, mettons, tu as un conflit à Peugeot, Sochaux, Montbéliard, tu as 5000 ouvriers sur place, on est tous sur le même... Bon, il y a plusieurs ateliers, plusieurs bâtiments, mais on est tous sur place. Là, tu en as 100 000 qui sont de Dunkerque à Saint-Pierre de la Réunion ou Saint-Denis de la Réunion, quoi, hein. À Cayenne, il faut arriver à faire vivre tout ça en symbiose avec... et on s'en est rendu compte aussi, d'ailleurs, c'est vrai pour le SNU, mais c'est vrai pour l'intersyndicale, que pendant des semaines, les équipes militantes dans les départements ont fonctionné pratiquement sans directive, enfin sans appareil central, disons, impulsant la cadence. Quoi. Mais c'était, un grand mot, mais une auto-organisation de la lutte avec l'imagination au pouvoir partout, et souvent, et ce qui se faisait à Strasbourg, ce qui se faisait dans le Finistère, c'était à peu près pareil. Les gens marchaient, il y avait une homogénéisation idéologique de l'ensemble des personnels, des syndicats, des syndicalistes, sur l'ensemble du territoire, en gros. J'idéalise un petit peu, mais en gros, on s'est rendu compte qu'il marchait tout seul, quoi, sans qu'il y ait le remontoir des appareils centraux qui soit là pour remonter la musique. Donc c'était quoi? C'était un ras-le-bol parce que les revendications, elles n'ont pas bougé, c'était toujours la justice fiscale. Je posais les questions. C'était les revendications internes sur les carrières. C'était la justice fiscale et la justice sociale s'étaient mis en objectif final. C'était pour que cet objectif final soit partagé par la population, pour que la population soutienne nos revendications. Hein, c'était ça. Bon. Que le public soutienne, et que quand les parlementaires votaient des créations d'emplois aux finances, il n'y ait pas des députés de droite ou de gauche qui disent mais ça va coûter trop cher, machin. C'était l'aspect, les agents aux finances sont budgétairement rentables, c'était la formule, budgétairement rentables et socialement utiles, tu vois. Par rapport à d'autres fonctionnaires, on est, fort heureusement, bon, c'est nous, budgétairement, les plus directement rentables, puisque c'est nous qui alimentons le budget de l'État. Hein. Ah oui, ça, oui. Donc on n'a pas de mal, hein, c'est notre boulot. Oui, c'est pas de votre faute. non, mais bon, il faut en profiter. Quoi, hein. Donc, mais ça veut dire que quand tu crées 50 emplois aux impôts, en général, ils vont te rapporter plus que leur paye des 50. Bah oui. Hein, sinon, c'est pas la peine. Enfin, et ils te rapportent plus. Donc, budgétairement rentable et socialement utile. Socialement utile, c'est donc ça permet d'alimenter les recettes publiques, et si la fiscalité elle est juste, ça permet de redistribuer un petit peu les richesses et les revenus et les patrimoines. Bon, c'était cet aspect-là. Donc ça, c'était l'objectif final qu'on fixait à la boutique, et pour y parvenir, donc, il fallait des services qui fonctionnent mieux, avec l'écoute des personnels, des agents mieux formés, mieux rémunérés, des meilleures carrières,
plus de démocratie sur le lieu de travail, il fallait tout ça, quoi. Mais là, ça concernait plus directement les agents, quoi. Et tout ça, c'était fortement partagé, et aussi partagé, je l'ai dit, par une grande partie de la hiérarchie intermédiaire, quoi. Les inspecteurs principaux, ceux qui sont là pour faire travailler les autres. Ceux qui travaillaient directement sur le terrain, ils étaient presque tous convaincus, et ceux qui travaillaient, qui faisaient travailler les autres plutôt, assez souvent on était convaincus, on est arrivé à les convaincre. Ça a été facilité aussi parce que aux finances, il y avait, notamment aux impôts, une promotion interne assez forte. Et donc pas mal tous les inspecteurs principaux avaient été inspecteurs des impôts avant, voire le niveau en dessous, cadre B, contrôleur, donc connaissaient le fonctionnement, le travail concret des agents des impôts, quoi, et ce qu'on y faisait. Et voir, à l'époque, en 89 encore, il y avait des directeurs des impôts, donc directeurs du Bas-Rhin ou du Rhône ou du Pas-de-Calais, qui avaient été avant, qui avaient commencé leur carrière, ils avaient 55 ans, qui avaient commencé leur carrière à 25 ans comme inspecteurs des impôts, quoi. Donc ils connaissaient aussi la boutique, il ne fallait pas leur en raconter d'ailleurs, hein, ce qui était pour les syndicalistes, tu ne pouvais pas les bluffer, mais tu avais en face de